Il va s'agir d'une présentation relativement générale sur l'ERC, alors qu'on a intitulé « L'esprit ERC », pour essayer de bien comprendre comment l'ERC, les appels ERC, se distinguent des autres appels, notamment européens. Et du coup, on l'a intitulé « Le b.a.-ba du débutant », même si je sais que certains d'entre vous ne sont pas complètement des débutants, donc il y aura sans doute des généralités qui seront déjà des évidences pour certains. Et on va parler donc d'ERC. Alors, on va repartir un petit peu à zéro pour reposer aussi le contexte global, c'est-à-dire resituer l'ERC dans un ensemble qui est celui d'Horizon Europe, qui est la programmation européenne de la recherche pour l'instant. Et je vais aussi dire quelques mots de l'Europe pour que tout le monde comprenne bien de quoi il s'agit. On parlera ensuite plus précisément de l'ERC. Puis on détaillera un petit peu plus ce que sont les bourses ERC, les différents types de bourses, sans trop insister, mais en vous donnant les grandes lignes. Et ensuite, je vous donnerai quelques chiffres et conseils, et puis on conclura sur des liens et des outils qui peuvent vous être utiles. Donc, Horizon Europe, quelques éléments de contexte. Donc, Horizon Europe, c'est un programme de recherche européen qui est géré au sein de l'Europe. Et je voulais vous donner quelques mots sur les institutions européennes avant de commencer à parler de recherche, pour ceux qui éventuellement n'auraient pas bien en tête la manière dont l'Europe est gérée. Alors, j'ai pris ici une image et vous pouvez trouver le lien qui est corrélé en bas du transparent, qui représente, je trouve, assez bien les grandes entités qui sont importantes et qu'il faut avoir en tête, et qui illustre aussi ce dont on parle régulièrement, qui est le triangle institutionnel, et les entités correspondantes seront présentées en bleu. Il y a d'une part le Conseil de l'Union européenne, qui est en fait constitué de ministres représentant les pays, et ce sont des ministres qui n'interviennent pas en tant que pays, mais par thématique, qui représentent les États, et il y a une présidence tournante qui dure 6 mois, et vous êtes sans doute très nombreux à savoir que la présidence actuelle est française, et elle se termine assez prochainement. C'est un organe législatif donc, qui discute des lois et qui établit les lois. Et l'autre organe législatif important est le Parlement européen, qui est constitué de députés. Alors, à l'heure actuelle, il y a 705 députés, il y en avait 758 auparavant. Il y en a moins maintenant du fait du départ de l'Angleterre, donc du Brexit. Et le Parlement représente les citoyens et interagit très fortement avec le Conseil de l'UE pour mettre en place tous les organes législatifs et les lois. Ensuite, il y a une entité très importante, notamment pour nous dans le cadre de la recherche, parce que c'est notre interlocuteur central, qui est la Commission européenne, qui est gérée avec 27 commissaires, à nouveau représentant les différents pays. Et c'est vraiment la Commission européenne qui est en charge de la rédaction de tous les documents, notamment la rédaction des lois qui sont ensuite discutées par le Parlement et le Conseil de l'UE. C'est l'organe qui aussi gère tout le budget et qui est l'interlocuteur central pour tous les appels qui distribuent de l'argent à tous les niveaux. Et il y a au-dessus, j'allais dire au-dessus de tout ça, le terme au-dessus n'est peut-être pas le bon, mais en interaction avec tout ça, le Conseil européen, qu'il ne faut pas confondre avec le Conseil de l'Union européenne. Le Conseil européen est constitué des chefs d'État, et c'est le Conseil européen qui impulse la politique européenne. Bon, il y a d'autres entités dont je ne parlerai pas là, mais la Cour des comptes, la Cour de justice notamment. Donc, j'ai parlé de la Commission européenne, et la Commission européenne est très importante, notamment dans le plan programmatique, dans les plans programmatiques qui sont établis sur des périodes de 7 ans. Donc, actuellement, on est dans la période 2021-2027. Vous avez peut-être entendu parler en 2019-2020 de toutes les discussions qui avaient lieu, et la Commission européenne est maintenant en charge de mettre en œuvre ce plan. Et met en avant des priorités qui avaient été établies lors d'un discours en fin de programmation précédente et avant la programmation 2027 par la présidente de la Commission européenne actuelle, qui est Ursula von der Leyen.
Et vous pouvez voir ici les priorités qui avaient été mises en avant, qui sont une Europe adaptée à l'ère du numérique, une économie au service des personnes, une Europe forte sur la scène internationale et qui promeut le mode de vie européen, et un nouvel élan pour la démocratie européenne. Alors tout ça, ça peut paraître des grandes phrases, mais qui se déclinent sous un certain nombre d'axes. Et si vous souhaitez avoir plus de détails, j'ai mis ici le lien qui vous permet de réécouter le discours qui avait lieu à l'époque. Et donc, tous les axes qui, du coup, sont mis en œuvre dans ce cadre sont financés à hauteur, pour la période 2021-2027, à hauteur de 2 000 milliards d'euros. À nouveau, j'ai indiqué, j'ai ici choisi, sélectionné. Alors, on trouve énormément de choses sur Internet, hein, mais là, il y a un document que vous pouvez éventuellement consulter si ça vous intéresse et qui décline l'ensemble des budgets et des actions qui sont mises en œuvre au niveau régionaux. Enfin, il y a énormément de choses. Et dans cet ensemble, on trouve le point qui nous intéresse, qui est le programme cadre pour la recherche européenne, qui s'appelle pour 2021-2027 Horizon Europe. Le plan précédent pour la recherche, ce qu'on appelle le programme cadre en fait pour la recherche, le précédent était Horizon 2020 et donc maintenant on est dans Horizon Europe qui a commencé en 2021 et qui s'arrêtera en 2027. Et pour ce plan de recherche, on dispose de 95 milliards d'euros pour 7 ans donc. Et ce plan Horizon Europe, donc vous avez ici la structure dans laquelle il a été établi donc pour les 7 ans à venir. Donc c'est le neuvième, ce qu'on appelle le programme cadre de recherche et d'innovation, c'est-à-dire qu'il y a la recherche allant vers l'innovation, et donc l'innovation est incluse dans cette partie, l'innovation de recherche est incluse dedans. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est 95,5 milliards d'euros et c'est articulé autour de 3 piliers principaux qui sont un premier pilier, le pilier d'excellence, dans lequel se trouve l'ERC, c'est donc celui sur lequel je vais le plus insister pendant cette session. Il y a ensuite un second pilier dans lequel on trouve ce qu'on appelle pour Horizon 2020, ce qu'on appelle des clusters. Ça s'appelait des défis sociétaux sous Horizon 2020 et on est passé maintenant à des clusters avec des thématiques qui sont des thématiques fortes et qui rejoignent en fait les priorités qui ont été établies pour les 7 ans à venir. Et ces clusters, ce sont des appels qui tournent autour de thématiques préétablies. Ce ne sont pas des appels à projets libres. Hein. Il faut répondre en fait aux appels à projets avec des thématiques qui sont prédéfinies, qui sont bien évidemment discutées entre tous les acteurs, mais qui sont prédéfinies au moment des appels. Et il y a ensuite un pilier innovation, avec une nouveauté sous Horizon Europe, qui est ce qu'on appelle le European Innovation Council, ce qu'on appelle l'EIC, qui en fait est un peu le pendant de l'ERC, mais côté innovation, donc avec des actions fortement appliquées. Et vous voyez là les budgets qui sont dédiés à ces différentes parties. Un point intéressant aussi, c'est que c'est du fait du départ de l'Angleterre, les budgets qui sont affichés ici concerne 27 pays et non plus 28 comme c'était le cas auparavant. Et tous ces appels sont ouverts sur un portail Internet qu'on appelle le portail du participant, dont vous trouvez le lien en bas du transparent et qui est en fait le portail sur lequel énormément d'informations, mais surtout toutes les propositions, tous les appels à projets se font. Donc, on va parler plus précisément du pilier 1, puisque c'est celui qui nous intéresse principalement. Et évidemment, on va insister sur le RC, mais je voulais malgré tout positionner un peu le RC par rapport aux autres actions qui se trouvent dans ce pilier 1, qui est le pilier excellence scientifique. Et donc, vous voyez là que Pascal, Pascal. Il y a une main levée. Sylvie. Oh, on ne vous entend pas, Sylvie, il faut mettre votre micro. Sylvie,
Est-ce que vous avez allumé votre micro ou pas? Oui. Oh, malheureusement, on ne vous entend pas. Peut-être on vous invite à écrire la question dans ce cas-là dans le chat. Bon, et on pourra éventuellement y répondre oralement. Marie ou Rosa, je vous laisse. Donc, je continue un peu et on répondra à la question de Sylvie lorsqu'on l'aura vu. Donc, dans ce pilier 1, vous avez donc l'ERC, les actions Marie Curie, qui sont maintenant des actions quand même très, très bien implantées et que beaucoup d'entre vous connaissent très probablement, et les infrastructures de recherche. Et, excusez-moi, je suis en train de me faire une erreur, voilà. Et ces trois grands axes, en fait, ont des objectifs complémentaires mais distincts. La partie Marie Curie est vraiment focalisée sur la formation et l'acquisition de connaissances, donc ça concerne beaucoup les postdoctorants, les doctorants et la mobilité entre les pays pour que les personnes justement puissent voyager et se former au travers de ces actions. Ça concerne la coopération internationale dans un cadre de formation et il y a aussi des actions visant le grand public. L'ERC, ça s'adresse vraiment aux chercheurs et c'est pour une recherche en rupture. Alors, je vais beaucoup développer tout ça, donc je vais peut-être passer assez vite. C'est centré autour d'un seul porteur et ça vise vraiment l'excellence scientifique avec une ouverture à toutes les disciplines, sans contrainte thématique, contrairement à ce que je vous ai dit tout à l'heure pour le pilier 2 et les clusters. Et ensuite, il y a les infrastructures de recherche qui existent déjà depuis un certain temps comme type d'appel européen, mais aussi au niveau national. Et ce sont donc des regroupements autour soit d'instruments techniques, soit de démarches. Enfin, je vais en dire quelques mots juste après, donc je ne vais pas insister là. Et donc, on est vraiment sur trois types de communautés qui ne sont pas, enfin, qui se complètent, mais qui sont distinctes, avec la formation pour les Marie Curie, une recherche de rupture pour l'ERC et des communautés autour des infrastructures. Donc, quelques mots sur les infrastructures de recherche. Donc, comme je vous le disais, ça tourne autour de grands équipements. Donc, soit localisés, soit des grands équipements ayant des objectifs, enfin dispersés, mais ayant des objectifs communs, autour de ressources cognitives, comme des collections, les archives, des bibliothèques. Donc ça, les SHS sont souvent très intéressés et ont des actions dans ce sens, et des infrastructures virtuelles. Et au sein, les actions infrastructures de recherche au sein de Horizon Europe sont très orientées sur les thématiques qui avaient été définies, qui sont définies dans le cadre de la programmation. Donc, il y a un fort lien avec les grands enjeux affichés sur les autres axes européens. Les actions Marie Curie, comme je vous le disais, c'est la formation. Il y a donc des réseaux de doctorants qui sont mis en place sur des durées de 4 ans. Et donc, ce sont des universités, par exemple, des équipes universitaires qui se regroupent pour proposer des mobilités et créer des réseaux de doctorants. Il y a des actions individuelles qui sont les postdoctoral fellowships, avec soit des possibilités de partir à l'étranger, soit au contraire d'accueillir des doctorants et postdoctorants venant d'ailleurs. Des échanges de personnel, notamment entre enseignants-chercheurs, par exemple, et des actions de co-fund qui sont des actions financées de manière conjointe entre les entités qui déposent des projets et la Commission européenne. Et donc, quelques actions visant les citoyens. Un point important, c'est que les actions Marie Curie maintenant, plus qu'avant, s'adressent vraiment au secteur académique, mais aussi au secteur non académique, c'est-à-dire qu'il y a possibilité pour les entreprises de participer conjointement avec le secteur public à des actions. Et on va donc passer au cœur du sujet d'aujourd'hui, qui est l'ERC. Donc, l'ERC, c'est quoi ? L'ERC, c'est tout d'abord, l'acronyme veut dire European Research Council, c'est donc ce que l'on appelle en français le Conseil européen de la recherche.
C'est un conseil qui a été créé en 2007 par des scientifiques qui avaient vraiment à cœur de faire en sorte que la recherche fondamentale et la recherche d'excellence gardent une place au sein des financements européens et qui se sont battus pour ça et qui ont donc créé ce conseil qui, depuis, a vraiment pris de l'ampleur et qui a maintenant une place complètement identifiée dans le paysage de la recherche européenne. Ce conseil est un conseil scientifique qui est constitué en courant, je crois, de 28 membres, avec une présidente qui est actuellement Maria Leptin, qui est allemande, qui a été nommée fin 2021. Oui, c'est ça, je me disais qu'il y avait une erreur, ou fin 2020, je suis en train de me tromper là. Non, c'est 2021, c'est bien ça. Et le président précédent était M. Jean-Pierre Bourguignon, qui est un mathématicien français et qui a beaucoup œuvré pour la dynamique de l'ERC et sa présence assurée au sein du programme cadre. Et le Conseil européen de la recherche, donc l'ERC, comporte aussi une agence exécutive qui s'appelle l'ERCEA, European Research ERC Executive Agency, qui est localisée à Bruxelles et qui est vraiment l'interlocuteur central à la fois de nous, PCNERC, mais aussi de tous les acteurs, candidats, lauréats, etc., reliés à ces actions. Et vous avez en bas 2 liens Internet sur lesquels vous pouvez trouver des informations. Les budgets annuels de l'ERC, je vous ai donc dit que l'ERC avait été créé en 2007 et vous pouvez voir là, c'est toute l'évolution, enfin c'est l'évolution des budgets dédiés aux appels au cours des années. Donc depuis 2007, il y a eu le premier programme cadre sous lequel l'ERC s'est développé qui s'appelait le FP7, puis Horizon 2020 qui a donc précédé Horizon Europe comme je vous l'ai expliqué. Et vous pouvez voir que sous FP7, les budgets ont progressivement augmenté et qu'ils se sont relativement stabilisés maintenant avec une croissance constante. Ce qui est important à retenir, c'est que le budget de l'ERC, c'est à peu près 17% du programme cadre et que c'est maintenant à peu près stabilisé. Et ça sert à quoi? Ça sert à financer à peu près, alors les chiffres sont un tout petit peu, datent déjà de 2 années, donc il faudrait sans doute les augmenter un tout petit peu au niveau du nombre de lauréats. C'est à peu près 950 lauréats par an sur l'Europe. Ce sont des financements, et ça je vais revenir un tout petit peu plus en détail dessus, de 1,5 à 2,5 millions sur 5 ans pour chaque lauréat. Et ce sont des taux de succès qui ne sont pas si ridicules. Souvent, on a l'impression que le RC, c'est quelque chose de totalement inatteignable, mais quand vous voyez que c'est 12-13%, c'est tout à fait honorable par rapport aux appels à projets standards, et c'était même meilleur dans les années passées que les taux de succès de l'ANR. Je crois que ça n'est plus le cas, puisque l'ANR va maintenant avoir des taux de succès beaucoup plus importants, mais c'est quelque chose qui est atteignable. Le RC, c'est pour qui et pourquoi? Alors, c'est déjà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un projet de recherche, donc ça s'adresse à des chercheurs. Et un point très important, c'est que c'est un projet de recherche que l'on dit aux frontières de la connaissance. C'est-à-dire que ça doit être un projet de recherche en rupture. Il faut, donc j'ai un schéma après, enfin c'est un peu mon idée personnelle de l'ERC et de l'esprit ERC. C'est vraiment quelque chose qui va sortir de la recherche ordinaire que vous faites. C'est une question, un verrou scientifique que la personne souhaite lever. C'est donc le seul critère de sélection des projets, c'est l'excellence scientifique. Il n'y a absolument pas de critères régionaux, de pourcentage par pays. C'est vraiment l'excellence scientifique qui est le maître mot, l'excellence scientifique à la fois du porteur, donc de la personne qui fait la proposition, mais surtout du projet qui va être évalué, qui va faire la différence. C'est ouvert à toutes les disciplines, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'il n'y a absolument aucune contrainte. C'est une évaluation scientifique qui est assurée par des pairs, c'est-à-dire par des scientifiques. Il n'y a pas d'autres éléments qui entrent en compte que la science. C'est vraiment la science est au cœur de tout. C'est un financement qui est porté qui est articulé autour d'un porteur de projet.
Et c'est une autonomie financière, donc je vous ai déjà donné les chiffres dans le transparent précédent, mais selon l'avancement de carrière de la personne, ça peut aller de 1,5 million à 2,5 millions, donc selon la catégorie dans laquelle le candidat émarge. Et il y a, je l'ai laissé sur le transparent, mais c'est peut-être quelque chose de moins important, enfin c'est très important pour les candidats, mais c'est un point un peu spécifique qui est une possibilité de mobilité partout en Europe, c'est-à-dire que la bourse est vraiment associée au porteur du projet, même si ce porteur est rattaché à une entité que l'on appelle l'institution d'accueil. Mais c'est l'entité qui gère l'ensemble du projet pour le porteur, mais il y a une certaine liberté pour le porteur de gérer son projet selon la manière dont il le souhaite. Et je vous parlais d'un schéma, enfin c'est un peu ma vision personnelle de l'esprit, ce qu'on appelle l'esprit ERC, du coup, c'est donc un chercheur qui a une question scientifique en tête et à qui l'ERC va donner le budget nécessaire pour résoudre cette question, pour lever le verrou qu'il souhaite lever. Et c'est quelque chose qui se distingue en fait de son parcours de chercheur. Il faut vraiment avoir enfin je suis pas très claire là dans mon explication, mais il faut vraiment avoir une sorte de rêve scientifique, enfin un rêve scientifique qui peut être quelque chose de très, ça doit être très concret, c'est vraiment une question bien précise, mais qui doit avoir une certaine autonomie en tant que telle. Alors, il y a une question dans le chat et je pense que c'est intéressant de la prendre par oral. J'ai répondu par écrit à la précédente, donc la présentation sera mise à disposition sur le site horizoneurope.gouv. Est-ce que l'évaluation par les pairs se fait par des scientifiques de la discipline du projet ou bien les évaluatrices et les évaluateurs appartiennent à différentes disciplines? Marie, je te laisse répondre ou pas? Marie ou Rosa, je vous laisse répondre. Si tu veux, je pense que tu vas peut-être l'évoquer. En fait, c'est le candidat lui-même qui choisit d'inscrire son projet dans un panel. Toutes les informations sont communiquées dans le guide du candidat, dans le programme du travail de l'année de l'appel en cours. Donc, en fait, vous allez postuler dans le cadre d'un programme de travail annuel. Et les grands panels donc, sont répartis selon physique, ingénierie, sciences de la vie ou sciences humaines. Et ensuite, vous avez un découpage qui vont de 7 panels pour les sciences humaines et sociales et on monte à 10 panels pour les panels en sciences des physiques et de l'ingénieur. Et vous avez toujours une illustration des disciplines qui sont regroupées dans ces panels. Donc, c'est vraiment une démarche du candidat qui va positionner son projet dans ces panels. Et ces panels regroupent du coup les disciplines en question. Donc, ce n'est pas toujours les plus pointus sur le sujet que vous proposez. Et justement, il faudra adapter la rédaction du projet en fonction des profils des scientifiques qui évalueront le projet. Mais vous n'avez, sur un projet individuel, ce n'est pas un chercheur en sociologie qui évaluera un projet en informatique. Sauf si vous avez choisi d'inscrire ce projet parce qu'il y a différents aspects. J'espère que, Paul, j'ai bien répondu à votre question. Bon, du coup, je continue. Donc, on parlait juste avant de projets en rupture et de rêve du candidat dans sa démarche. Et donc, vous pouvez trouver sur le site de l'ERC beaucoup de témoignages de lauréats avec des explications de leurs projets, de projets là, qui sont en cours. Et moi, je vous invite vraiment, si vous le souhaitez, à aller voir ce site parce que vous trouverez énormément d'exemples. Et là, j'ai fait une sélection de 6 petits textes, de 6 petits articles. Et vous pouvez voir que ça peut aller, alors de la question du trou noir, enfin là on est vraiment dans de la recherche effectivement en rupture, aux frontières de
la connaissance allant très très loin, mais ça peut être des choses très très pragmatiques. Par exemple, vous voyez toutes les voitures là et toute la question du trafic routier. Donc là, c'était un projet autour de cette question. Ça peut être autour de la petite mésange bleue. Là, c'était le projet était, je crois, autour de l'étude de la résilience de ces oiseaux en milieu urbain pour comprendre comment ils s'adaptaient et quels enseignements ça apportait à toute notre compréhension aussi des évolutions climatiques. Sous la mésange, vous avez un projet SHS, et tous ces projets sont des projets français, j'ai oublié de le préciser. Vous avez un projet qui tourne autour des évolutions de l'utilisation des couleurs dans le passé. Il y a des choses qui sont... Il y a eu une expérience, alors ça, ce n'est pas un projet, mais il y a eu tout un projet autour, alors c'est pas un projet directement c'était pas en réponse à un appel à projet, mais il y a tout un groupe qui s'est constitué pour faire des sortes de bandes dessinées reliant pour illustrer les projets. Donc c'est les ERC Comics, là c'est le petit bonhomme du milieu. Et vous avez en bas à gauche un projet sur la mise au point d'une technique non invasive d'analyse des neurones pendant des crises épileptiques chez des nouveau-nés. Donc vous voyez que ça peut être très très diversifié, mais avec à chaque fois une question quand même très précise. Pascal, oui. Une personne qui veut intervenir, Clément Menuet, s'il vous plaît. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, je mets mon... Ouais, désolé, j'ai un peu de lumière derrière, on ne me voit pas très bien, mais peut-être que ma question, vous allez y répondre après, mais c'est une question qui me taraude beaucoup, c'est la notion de données préliminaires dans ce genre de demandes. Vous avez dit que c'est des demandes qui ont un fort sujet sur la rupture, et qui dit rupture, en général, ne dit pas de données préliminaires, parce qu'on ne s'est pas lancé dedans. Sauf que je ne connais pas bien le RC, mais je connais beaucoup mieux l'ANR. Et l'ANR, si on n'a pas en gros quasiment publié le papier, alors j'exagère un peu volontairement, mais en gros, si on n'a pas des données préliminaires à tous les étages, on n'a aucune chance. Et du coup, j'aimerais savoir comment l'ERC se positionne là-dessus. Est-ce qu'on peut venir avec rien du tout et un projet très théorique? Alors, je vais vous répondre parce qu'effectivement, je ne vais pas en parler, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là plus tard, donc je vais en dire 2 mots. Les données préliminaires ne sont pas une obligation. Mais par contre, il y a le message, nous, que l'on transmet tout le temps, c'est de bien regarder quels sont les critères d'évaluation, parce qu'en fait, l'évaluation ce sont des réponses qui sont faites par les évaluateurs à des questions posées et des questions qui sont bien précises. Et dans ces questions, il y a la question de faisabilité du projet. Donc, il faut que dans le projet, les éléments que vous fournissez donnent suffisamment confiance aux évaluateurs pour que les évaluateurs aient le sentiment que l'argent qui va vous être donné va servir à quelque chose. Donc, si c'est, voilà, moi j'ai un super rêve, je vais partir là-dessus, mais je ne suis absolument pas certain que ça peut marcher, et le projet risque, a peu de chances d'être bien évalué. Donc, en ce sens... Souvent, c'est le cas dans les demandes. Rarement, elles disent qu'il faut absolument des données préliminaires. Mais ensuite, il y a une différence entre la théorie des textes et la pratique qui est faite en commission. Et de votre expérience, des projets qui passent… Donc, pour terminer, des données préliminaires, bien évidemment, sont très positives pour donner confiance aux évaluateurs. Mais il ne faut pas non plus que l'évaluateur ait le sentiment que le projet est déjà complètement en route, enfin sur les rails, et donc plus rien de neuf ne va être fait. Donc il y a une ligne de crête en fait à l'ERC. C'est une question récurrente que l'on a. Donc c'est un peu le même jeu que l'ANR. On l'écrit un peu comme une… Non. Je vais laisser, je vois Marie et Rosa qui hochent la tête, donc je vais vous laisser compléter du coup et donner votre avis. Bon, moi, mon avis, c'est que j'accompagne à la fois des projets ANR et des projets ERC. Je pense que l'ANR, effectivement, il y a une réputation de dire qu'en général, les projets ANR, on a une grosse partie des projets quand on le soumet pour avoir une garantie qui soit financée. Je pense que les évaluateurs de l'ANR n'apprécieraient pas trop que je dise ça, mais souvent, c'est vrai qu'il y a un côté déjà très concret. L'ERC, il y a vraiment cette idée que vous allez
au-delà des frontières de la connaissance. La notion de rupture dans un projet ERC, elle est au cœur de la philosophie même du programme. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous contenter de faire une avance. Ce n'est pas juste major breakthrough. Ce n'est pas juste j'avance, je ne fais pas un grand pas en avant. On fait un pas, mais il y a un nouveau paradigme dans la façon de concevoir le sujet scientifique. C'est-à-dire qu'il y a une question qui est au cœur du projet, qui est plus ambitieuse que ce que vous avez dans un projet ANR. C'est un support qui peut être presque un support conceptuel. Et donc, il y a une notion de prise de risque qui existe toujours quand vous déposez un projet de recherche, parce que vous faites bouger les lignes. Mais la notion de prise de risque à l'ERC, c'est le prérequis de base. Et donc, cette notion de risque, elle implique aussi que pour rassurer l'évaluateur, le fait d'avoir des données préliminaires, sans trop dévoiler le projet, c'est un élément très important. Et je vais juste ajouter un petit mot sur ce qui vient de dire Marie, c'est qu'au corps de l'ERC, il y a une phrase qui est répétée tout le temps parce que ça fait partie des critères d'évaluation qui est high risk, high gain. Donc, c'est vraiment complètement en dehors de ce qui est les principes des évaluations ANR. Ici, il faut faire vraiment une analyse des risques, se positionner sur l'état de l'art et montrer comment vous allez aller au-delà de cet état de l'art avec un saut qui est un saut quantitatif et qualitatif dans les domaines scientifiques dans lesquels vous travaillez. Et des fois, pour les montrer, vous avez besoin des données préliminaires qui peut-être sont déjà là pour montrer que vous avez la capacité de vraiment entreprendre ce projet scientifique. Mais des fois, peut-être vous n'avez pas encore les données et vous allez les récupérer pendant le projet. Mais là, vous devez avoir par contre une analyse aussi du risque. Voilà, juste ça. Merci. Donc, je continue. Donc là vous avez les exemples dont je vous ai parlé juste avant et qui montrent notamment, on l'a déjà évoqué, le fait que ce sont des appels complètement blancs, ouverts à toutes les disciplines. Et donc, on en a parlé là à plusieurs reprises. Malgré ça, l'ERC a structuré les disciplines en trois grands domaines pour simplifier et structurer les choses. Donc, il y a le domaine des sciences humaines et sociales, SHS, enfin SH, ce qu'on appelle les panels. Les panels, ce sont justement les comités d'évaluation qui émargent. Donc, il y en a les panels SH, les panels des sciences de la vie, donc Life Science, et vous voyez qu'il y en a, il y en a un certain nombre à chaque fois, et les panels physiques, enfin sciences physiques et ingénierie, dont vous voyez ici la déclinaison. Et ces panels sont bien redéfinis tous les ans, donc vous avez toutes les informations sur Internet pour vous renseigner si vous le souhaitez. Les différents types de bourses ERC, il y en a principalement 5, qui sont soit des bourses, alors que j'ai appelé ici individuelles, mais c'est une équipe autour de ce qu'on appelle un PI. Le PI, c'est le Principal Investigator, c'est le porteur de projet, c'est celui qui a l'idée, c'est celui qui dépose le projet et c'est celui qui va être au centre de tout son déroulement si le projet est lauréat. Vous avez ensuite des projets collaboratifs, enfin plusieurs PI qui ont été mis en place il y a quelques années, qui s'appellent les projets Synergie. Et vous avez des projets, alors avec des financements plus faibles, mais qui sont des projets qui s'adressent aux lauréats pour mener vers l'innovation, mener vers la valorisation des résultats dont ils disposeraient au cours de leur projet ERC. Alors, les bourses individuelles sont de 3 types et j'aurais tendance à dire de 2 types principaux. 2 types qui sont les starting grants et les consolidator grants qui s'adressent, donc qui sont plutôt pour les jeunes chercheurs, c'est-à-dire avec un critère d'éligibilité dans les 2 cas, c'est-à-dire qu'il faut être à 2 à 7 ans post-thèse pour un starting ou à 8 à 12 ans post-thèse pour un consolidator. Et donc, il y a un critère d'éligibilité dans les 2 cas et avec un budget qui est de 1,5 million € pour 5 ans pour les starting et de 2,5 millions pour les consolidators.
Et il y a une autre catégorie qui se distingue un peu, qui est l'Advanced Grants, qui concerne en fait tous les autres chercheurs. C'est-à-dire que si vous êtes au-delà de 12 ans post-thèse, vous passez automatiquement dans l'Advanced Grants. Et Pascal, pardon, avant de passer aux synergies, on a une question. Est-ce qu'il est possible de mixer les panels prise de risque souvent égale au pluridisciplinaire? Bon, ça c'est une question. C'est aussi une question récurrente. C'est ce qu'on appelle donc du coup l'interdisciplinarité ou la pluridisciplinarité et qui fait appel à plusieurs panels. Alors je vais essayer d'être très brève et Marie et Rosa, si vous voulez compléter, vous compléterez après. Nous, notre conseil, bon, bien évidemment, les candidats et les projets peuvent émarger dans plusieurs panels. Il peut y avoir plusieurs thématiques. Mais ce que l'on invite les candidats à faire toujours au préalable, c'est de bien réfléchir au cœur de leurs questions et donc au panel central. A priori, il y a toujours un panel central. Un projet ERC ne peut pas être un projet avec plein de questions différentes. Donc, une question et un verrou central souvent se rattachent à un panel donné. Bien évidemment, il peut y avoir des thématiques complémentaires qui vont venir se rattacher et dans ce cas-là, il y a la possibilité d'indiquer, même au moment de la proposition, un autre panel avec, enfin je ne sais pas si on va rentrer dans tous les détails ou on en discutera à la fin de la manière dont ça se passe ensuite. Rosa, si tu veux, je vois que tu hoches la tête. Si Moi, tu veux juste, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, quand on parle des bourses individuelles, je suis tout à fait d'accord avec toi, il y a un panel fondamental et des fois, on peut faire appel à un panel secondaire. Par contre, quand il y a plusieurs disciplines qui vont participer, donc là, on va entrer dans peut-être plutôt à parler sur les Synergy Grants, dans lesquels on a plusieurs PI et avec plusieurs disciplines. C'est pour ça que j'avais ajouté ici la question. D'accord. Et là, on a une question pour ce qui concerne les bourses synergie. Quel conseil nous donnerez-vous pour répartir les tâches entre les PI? Donc là, tout entre juste oui, alors sur... je vais peut-être juste, alors du coup, je n'avais pas pensé à insister là-dessus, mais du coup, je vais vous le dire. Je termine juste sur les starting, les consolidators et advanced. Il y a donc une grande différence entre ces deux catégories, j'aurais tendance à dire. Donc, starting consolidator, il est attendu des candidats qu'ils démontrent leur indépendance, c'est-à-dire qu'un chercheur doit déjà, un bon candidat est un candidat qui a une très bonne idée, mais qui a déjà pris sa place dans le paysage. Ça peut être de manière assez succincte, mais l'indépendance est un point important à faire ressortir. Et à l'inverse, les advanced doivent vraiment être des leaders scientifiques reconnus dans leur domaine. Donc ça, c'est une distinction entre ces types de catégories. Alors, pour les synergies, en fait, un projet synergie n'est pas un projet collaboratif au sens habituel du terme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un responsable principal, enfin un coordinateur principal qui va s'associer avec d'autres partenaires. Un projet synergie est vraiment construit autour de plusieurs PI. La notion de PI, donc de Principal Investigator, est encore très présente. Et ce sont donc plusieurs équipes, donc chacune autour d'un PI, chaque équipe apportant vraiment une spécificité au projet. Donc, il ne s'agit pas en fait d'une répartition de tâches, enfin si j'essaye de répondre à la question qui était posée juste avant, ce n'est pas une répartition de tâches, c'est vraiment une mise en commun d'expertise et de compétences pour aller encore plus loin que ce qui serait faisable par un simple projet collaboratif. Alors, ce qu'on a souvent tendance à dire, c'est qu'un projet synergie, ce n'est pas 2 plus 2 font 4, mais c'est 2 plus 2 font 5. C'est-à-dire que chacun apporte vraiment une expertise forte sur quelque chose et cette mise en commun d'expertise va créer une synergie sur l'ensemble. Alors, je sais que c'est toujours un peu compliqué à expliquer, donc si Marie ou Rosa veulent compléter ce que je viens de dire, n'hésitez pas à le faire. Parce que ce sont toujours des réponses un peu... Mais c'est très difficile parce que je pense que même l'ERC, quand elle a lancé ce programme très original, elle ne savait pas trop les termes utilisés pour bien faire comprendre le positionnement était un petit peu... il y avait une question d'interprétation.
Moi, j'ai déjà entendu quelque chose que je trouve qui illustre un petit peu. On est sur de la recherche coopérative. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment la question, on va au-delà de la seule recherche collaborative telle qu'on l'entend, notamment dans le deuxième pilier du programme Horizon Europe. Et où là, on est sur la recherche collaborative qu'on retrouve comme dans l'ANR qu'on a évoqué. Là, c'est juste qu'on est à armes égales, à investissement égal. Il n'y a aucun chercheur qui prend le dessus et qui pilote. C'est vraiment ce travail en synergie qui permet d'atteindre les objectifs du projet et de répondre à une question scientifique qui ne pourrait pas être adressée autrement qu'avec les différentes compétences et les différents savoir-faire des chercheurs impliqués. Oui, oui, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Donc, je passe, ah oui, simplement, donc les proof of concept, ça s'adresse vraiment à des lauréats, c'est eux qui sont éligibles, et ce sont des forfaits de 150 kilo-euros pour 18 mois. Les profils, ah oui, alors je suis désolée parce que j'ai insisté juste avant dessus, donc je ne vais faire que répéter ce qui était dit. La définition d'un starting, enfin les attendus pour un starting ou consolidator, c'est vraiment une démonstration d'indépendance, le fait d'avoir un projet qui, comme tous les projets ERC, doit chercher à aller aux frontières des connaissances. Et donc, l'idée, c'est aussi d'aider ces jeunes chercheurs à consolider leur place dans le paysage de la recherche. Alors que pour les Advanced Grants, il faut déjà que cette place soit démontrée, et soit démontrée notamment sur les 10 dernières années. Ce qui est pris en compte dans l'évaluation, ce sont les 10 dernières années, c'est-à-dire qu'il faut que la personne ait une place reconnue récemment. Les programmes de travail de l'ERC, c'est à la différence de pas mal d'autres projets de recherche européens, ils paraissent tous les ans, donc il y a un programme par an. Ah, je suis désolée, je ne comprends pas, j'ai hier remis le programme 2023 et là c'est à nouveau le 2021 qui apparaît, j'ai dû faire à nouveau une erreur. Donc le programme 2023 est en attente et on devrait, courant juillet, je pense, en avoir une version publiable, et l'ERC de toute façon sera le premier à le mettre en ligne. Et vous avez ici les dates prévisionnelles qui sont disponibles sur le site de l'ERC. Et il y a beaucoup d'informations sur le site de l'ERC, donc vous pouvez aller chercher. Et dans ce programme, on trouve a priori une très très grande, enfin tous les éléments importants pour comprendre de quoi est fait l'appel. Le dossier ERC. Je vois qu'il y a une question. Oui, c'est sur les synergies encore. Dans le cadre des bourses synergie, les PI doivent tous et tout être dans les institutions intra-Union européenne? Non. Non. Tu veux répondre, Marie? Vas-y. Non, bon. J'allais te laisser. Il y a la possibilité, donc c'est 2 à 4 PI, et depuis quelques années, il y a la possibilité qui est laissée qu'un des PI puisse être issu d'un pays hors Union européenne. Donc, je passe au dossier ERC. Alors, le dossier ERC, en fait, par rapport à pas mal d'autres dossiers, c'est quelque chose que je qualifierais d'assez simple, mais qui demande un mûrissement du projet. Mais on va voir les parties scientifiques notamment. C'est assez court et assez libre par rapport à d'autres projets. Alors, je vais uniquement vous donner des grandes généralités. On a des webinaires qui détaillent tout ça de manière beaucoup plus précise. Là, ça va rester très succinct et on pourra, enfin, si vous avez des questions, ben, n'hésitez pas. Du coup, vous voyez que c'est constitué de 4 parties distinctes. Il y a d'une part 2 documents que l'on appelle les parties administratives, et d'autre part 2 documents qui sont les parties scientifiques. Donc les parties, alors, enfin oui, je vais tout de suite passer aux documents administratifs plutôt. Les documents administratifs, donc bien évidemment, si vous êtes un chercheur,
adressez-vous à l'institution d'accueil dont vous dépendez, qui de toute façon va intervenir à un moment donné dans le dépôt, puisqu'il faudra déposer une lettre d'accord de l'institution d'accueil qui passera forcément par les services administratifs de l'institution d'accueil dont vous dépendez. Et dans toutes les institutions d'accueil, enfin la très grande majorité maintenant, il y a des cellules Europe, donc des personnes prêtes à accompagner et qui vont vraiment vous aider pas à pas dans tout le dépôt de ces parties-là. Parce qu'il y a certaines rubriques qui sont assez spécifiques, notamment sur l'éthique, sur la partie budget, aussi sur les participants. Donc tout ça, voyez avec eux et contactez-les le plus tôt possible, parce que plus vous le ferez tôt, plus ça vous permettra de comprendre et aussi à vos interlocuteurs de savoir ce qui est en cours et donc de vous aider. Donc c'est vraiment une démarche à faire très en amont. La partie qui est vraiment du ressort du candidat, c'est la partie scientifique, avec 2 documents qui ont chacun un rôle. Alors, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là parce que il faudrait qu'on rentre dans le détail des processus d'évaluation. Par contre, pour des candidats qui souhaitent déposer quelque chose, je vous invite vraiment à vous renseigner, à bien comprendre ce qui fait la différence entre une partie B1 et une partie B2. Ce sont des parties complémentaires qui sont évaluées à des moments différents du projet, qui s'adressent donc à des évaluateurs qui n'ont pas exactement les mêmes spécificités. Donc, je vais en toucher un mot très, très rapide après, mais sans plus. Hein. Donc voilà, on n'est pas là sur de l'explication de la manière de déposer un projet, mais c'est plutôt sur les grandes lignes. Mais par contre, des conseils préliminaires à nouveau, c'est un projet ERC, c'est vraiment une idée qui doit donner envie aux évaluateurs et donc qui doit être solide en elle-même et bien mûrie dans l'esprit du porteur et aussi bien expliquée au niveau du projet. Donc, plus tôt vous commencez, mieux c'est. Juste un mot du coup sur le processus d'évaluation. Alors en fait, tous les documents dont je viens de parler sont tous soumis au même moment, au moment de la soumission, donc avant la deadline. Et bien évidemment, il ne faut pas attendre la deadline pour commencer à rentrer dans le site de soumission, parce qu'à ce moment-là, vous pouvez avoir plein de découvertes de dernière minute et finalement, une fois que la deadline est passé, vous ne pouvez plus rien faire, donc tout doit être fait dans les temps. La première étape d'évaluation est gérée par ce qu'on appelle les panels. Et les panels, c'est donc des comités qui couvrent les domaines thématiques dont je vous ai parlé plus haut. C'est à peu près 28 personnes qui se réunissent et qui évaluent uniquement la partie 1 et qui sont qui sont dans des disciplines données et qui sont regroupées autour de disciplines cohérentes, mais avec quand même des couvertures de domaines assez larges. Donc, il faut faire quelque chose qui soit très pédagogique. Et à la fin de cette première étape, environ un gros tiers des projets sont retenus pour passer en étape 2. Et l'étape 2 fait intervenir des experts évaluateurs qui sont vraiment des scientifiques des domaines. Enfin, les panélistes interviennent toujours, mais font aussi appel à des experts évaluateurs pour faire des rapports sur les projets. Et donc, la partie B2 qui n'intervient qu'à cette étape doit être très, très précise du point de vue scientifique, du point de vue des prévisions, du déroulé du projet, des détails sur la manière dont ça se passera et sur ce que le PI, donc le porteur, souhaite faire. Quelques chiffres et conseils. Je vois qu'on est à peu près encore dans les temps. Donc, j'y vais. Première chose, donc les conseils. Je vois qu'il y a une question, mais je ne sais pas s'il faut y répondre oralement ou pas. On peut y répondre oralement, c'est sur la charge de travail que représente la préparation d'un dossier et le processus de dépôt d'une candidature Synergie. Alors, ce qu'on a communément l'habitude de dire, c'est que le temps qu'on consacre à l'écriture du dossier, le dossier n'est pas très lourd en termes de nombre de pages, de documents à préparer. Ce qui doit prendre du temps,
c'est vraiment tout le brainstorming et la réflexion autour de la conception même du projet, de la manière dont on présente la question scientifique, la problématique, les hypothèses de travail et la manière dont on va implémenter le projet et mettre en œuvre l'hypothèse de travail qui est au cœur du projet. Le fait que ce soit en synergie, ça implique qu'effectivement on travaille avec d'autres chercheurs. Donc ce cheminement qui est déjà un petit peu compliqué quand on est seul peut l'être encore plus quand on est à plusieurs ou pas. Mais il faut prendre du temps, c'est-à-dire que si plusieurs mois, plusieurs parfois années de temps pour faire maturer l'idée sont souvent ce qu'on entend de la part des témoins. Et donc, on peut que vous inviter, si ça vous intéresse, à aussi participer à des événements qu'on organise en présence de lauréats de projets et qui partagent en général leur expérience en matière de conception des projets et de la manière dont ils les ont préparés. Je laisse Rosa et Pascal compléter éventuellement. Non, mais c'était... Non, c'est bon. Oui, parce que j'ai oublié dans les transparents précédents de préciser, parce qu'à un moment, j'ai dit qu'un projet ERC, finalement, était dans sa conception même, enfin dans son contenu même, assez simple. Et effectivement, comme Marie le disait, et j'ai oublié de le préciser, la partie B1, donc moi, je parle des parties scientifiques, là, la partie B1, c'est 5 pages. C'est donc quelque chose d'assez léger en longueur et avec une certaine liberté. Il n'y a pas du tout de contraintes, comme dans beaucoup d'autres projets européens, à parler à faire une rubrique spécifique sur l'implémentation du projet, sur l'impact du projet. Là, vous racontez vraiment une histoire, c'est-à-dire ce que vous voulez faire, quelle est la grande question, pourquoi cette question est super importante et très intéressante, enfin, pas super importante, mais très intéressante. Pourquoi c'est le bon moment pour le faire et comment vous allez vous y prendre pour le faire. Donc, moi, j'ai entendu des membres de panel parfois dire « j'aime bien qu'on me raconte une histoire », c'est-à-dire que c'est 5 pages d'une histoire solide sur ce que vous voulez faire et pourquoi ça mérite qu'on finance ce projet. Donc, il faut que ça soit bien mûr, comme le disait Marie. Par contre, c'est un projet avec une certaine liberté et c'est 5 pages, donc c'est assez court. Voilà. Oui. Je voulais juste ajouter le fait que dire c'est juste 100 pages, c'est 100 pages en nombre de pages, c'est simple, mais en termes de défis intellectuels, c'est un défi très important parce que vous allez faire un exercice que vous allez voir, c'est tous les chercheurs en fait que j'ai accompagnés ont dit ça m'a permis de réfléchir à long terme sur un sujet qui est au cœur de ma carrière, de ce que je vais faire en sciences. Mais c'est un défi intellectuel. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas dire c'est 3 mois ou c'est à peu près 12 semaines ou 3 mois. Non, c'est vraiment cet exercice intellectuel de mûrir les projets, de les penser et après de l'écrire pour un public qui est des scientifiques, mais qui pour la partie B1, je parle, mais qui n'est pas des experts dans votre domaine. Et après, compléter cet exercice avec la partie B2 dans laquelle vous allez montrer que vous êtes capable de dire comment cette idée va être mise en œuvre. Et là, c'est toute la faisabilité. Et là, vous allez parler à des experts scientifiques. Donc, les projets, le nombre de pages, tout ça, et la conception même de la soumission, du point de vue de l'ERC, c'est simple. Il n'y a rien de contraignant, je dirais. Après, tous ces processus de réflexion intellectuelle, c'est un processus qui peut prendre beaucoup ou pas beaucoup de temps. Ça dépend du niveau de maturité de l'idée, comme dit Marie. Je veux juste dire ça. Et du coup, j'aurais tendance, ça va faire un lien avec le transparent qui est affiché, en fait. Enfin, j'aurais tendance à complètement abonder dans le sens de Rosa et de ce que disait Marie. C'est vraiment quelque chose qui permet aux chercheurs de... C'est jamais du temps perdu. Moi, tous les chercheurs avec qui j'ai eu l'occasion de travailler aussi, c'est jamais du temps perdu. Donc, si vous avez envie de tenter un projet ERC, il faut bien sûr avoir une idée à la base. Hein. Sans idée, vous n'arriverez nulle part. Mais si l'idée et l'envie d'y aller sont là, surtout, il faut y aller. Parce qu'à ce moment-là, quel que soit le résultat final, c'est quelque chose qui est un vrai pas en avant dans un développement de carrière scientifique et dans les recherches que vous allez faire. Ça apporte toujours, enfin, d'après les expériences que j'ai eues,
un plus dans les recherches que fait la personne. Donc, il ne faut pas s'auto-censurer. On insiste beaucoup là-dessus parce qu'en France, on a beaucoup tendance à s'auto-censurer. Ça, c'est très clair. D'après les statistiques dont on dispose, c'est un des grands problèmes de la France, c'est l'autocensure. Il faut, avant d'y aller, enfin, ou avant ou pendant, mais il faut comprendre la philosophie de l'appel pour se mettre dedans et du coup y répondre en répondant aux attendus de l'appel. Ça ne sert à rien de commencer à rédiger quelque chose et de partir à l'aveugle sans du tout savoir ce qui est attendu. Donc, suivre des webinaires, discuter avec des gens, lire des documents pour se mettre vraiment dans l'état d'esprit. Et c'est pour ça qu'on a intitulé ce webinaire l'esprit ERC. Donc, lire les documents, c'est ce que je viens de dire, mais c'est important. Alors, il y en a beaucoup qui sont assez rébarbatifs, mais vous pouvez aussi vous appuyer sur les accompagnants des institutions d'accueil qui, eux, connaissent très bien tous ces documents et qui donc pourront vous guider. On a insisté sur la question du mûrissement du projet, donc prendre le temps de mûrir le projet. Il vaut mieux se mettre à la rédaction, effectivement, lorsque l'idée est mûre. Se faire aider, donc je suis en train de répéter des choses que j'ai déjà dites. Échanger, alors il y a beaucoup d'anciens lauréats maintenant qui sont très souvent qui sont toujours de très bons conseils et toujours, pour la plupart, très ouverts pour échanger, faire part de leur expérience, donner des conseils. Donc ça, c'est aussi un point très important. S'entraîner, affiner, tout ça, ça fait partie du mûrissement aussi. Écouter et entendre. Je pense qu'en France, on a aussi, en plus de l'autocensure, on a une tendance à la difficulté à écouter éventuellement les critiques des autres. Or, les critiques prises positivement sont toujours des éléments qui permettent d'avancer. Enfin, la plupart du temps, il peut y avoir des critiques qui n'ont pas beaucoup de sens, mais savoir écouter les gens et comprendre la raison pour laquelle telle ou telle critique est émise permet en général de faire progresser les choses, parce que le fait de comprendre où les points sont faibles, c'est important pour pouvoir les améliorer. Et il faut respecter les consignes, les dates limites, etc. Enfin, ça fait partie du b.a.-ba du déposant. Et ne pas craindre l'échec et capitaliser sur l'expérience, comme on le disait avant. Toutes ces réflexions permettent d'avancer. Vous pouvez trouver beaucoup de renseignements sur le site de l'ERC. Et alors, le site de l'ERC, vous avez à gauche le site, l'adresse Internet et la page d'accueil sur laquelle vous tombez, avec énormément d'accès à beaucoup de choses. Et là, j'ai simplement mis en lumière deux choses. Il y a d'une part une base de données qui a été conçue, alors je crois que ça concerne aussi beaucoup d'autres appels européens, mais l'ERC a mis en ligne sur son site cet accès. Donc c'est ce qu'on appelle la database ou le data hub, qui permet d'avoir accès à tous les projets lauréats et qui donne notamment, donc vous pouvez chercher, il y a un moteur de recherche avec des recherches par année, par type d'appel, par panel, par pays. Donc, et vous pouvez, par ce biais, avoir accès à tous les résumés de tous les projets lauréats depuis la création de l'ERC. Donc, ça peut donner des idées sur ce qui, ça montre ce qui existe et ça peut aider les candidats à positionner leurs propres projets par rapport aux projets qui ont eu du succès. Et il y a d'autre part des vidéos qui ont été mises en ligne par l'ERC qui s'appellent les ERC Classes, auxquelles vous pouvez avoir accès très facilement. C'est sur YouTube et qui donnent des conseils très généraux. Donc, il y en a plusieurs. Donc, je vous invite à aller les regarder si ça vous intéresse. Quelques chiffres, parce que sur des points qui nous paraissent intéressants à avoir en tête. Donc, je vous avais parlé au début des taux de succès de l'ERC qui étaient à 12-13%. Alors, un petit peu moins sous Horizon 2020, ça était plutôt de l'ordre de 10-11% en advanced, mais je crois que l'ERC va essayer d'améliorer la chose sous Horizon Europe. Donc, ce sont des taux de succès qui sont ce qu'ils sont, mais qui ne sont pas si ridicules. Et un point très important qui est montré sur ce graphe, et c'est les courbes vertes. Donc, vous avez sur ce graphe, en fait, la moyenne
des nombres de projets, lauréats, c'est les petites barres bleues, et rejetés, c'est les petites barres grises, tout au long de Horizon 2020 sur les différents panels. Et le point important, c'est qu'à partir de ces chiffres, on a donc calculé les taux de succès par panel. Et ce que vous voyez, c'est que c'est à peu près stable, alors, sauf en SH1 et SH2, qui sont des sciences humaines et sociales. Alors, je n'ai toujours pas compris pourquoi SH1 et SH2 ne suivent pas la tendance générale, mais bon, c'est comme ça. Mais pour tous les autres panels, les taux de succès sont les mêmes. C'est-à-dire qu'il est totalement inutile pour un candidat de se dire « oui, mais dans tel panel, est-ce que j'ai plus de chances que dans tel autre ?» Non. La distribution des budgets par appel est faite de manière à ce qu'il y ait justement cet équilibre, et ce qui est une très bonne chose. Donc, autre point, et on insiste à nouveau là-dessus, mais on vous l'a déjà dit, c'est que si le projet est mûr, il ne faut pas attendre, il faut... là, ça montre en fait la répartition des projets par classe d'âge. Donc, vous avez les starting en jaune, les consolidators en orange et les advanced en bleu, mais vous avez surtout les taux de succès en violet, donc la courbe violette, qui montre que c'est finalement assez stable, enfin notamment en starting consolidator, c'est assez stable tout au long des fenêtres d'éligibilité. Donc même des très jeunes chercheurs ont autant de chances que des plus âgés. Et donc si le projet est mûr, rien ne sert d'attendre. D'autant plus que, et ça c'est ce qui est montré, alors ce transparent il est peut-être un tout petit peu compliqué, mais bon je vais essayer d'être claire, depuis Horizon 2020, c'est donc la partie qui est à droite et vous avez sinon la comparaison avec FP7 qui était la partie à gauche, vous voyez que le budget qui est dédié aux advanced, donc la partie grise, est plus faible que ce qui est dédié aux ce que j'appellerais les jeunes chercheurs, donc starting et consolidator, qui est en bleu. Donc il y a clairement un effort qui est porté sur le financement des jeunes chercheurs. Donc ne pas attendre permet de se donner beaucoup plus de chances de réussir à un moment donné, puisque vous allez pouvoir resoumettre éventuellement votre projet par la suite. Alors, il y a j'ai pas du tout évoqué ici, il y a ce qu'on appelle des années blanches, c'est-à-dire que selon la note que les candidats ont, ils sont obligés éventuellement d'attendre 1 ou 2 ans. Bon, je ne suis pas rentrée ici dans ces détails-là, on pourra en discuter dans les questions si ça intéresse des gens, mais tout est précisé dans les appels donc, et dans le programme de travail. Donc ça, c'est un autre graphe qui montre tout l'intérêt de candidater en étant jeune, enfin le plus rapidement possible. C'est que vous voyez ici, et le graphe peut-être le plus intéressant, c'est celui qui est à droite. Vous voyez que les starting et consolidators, en nombre de projets, ça représente largement plus de la moitié des projets financés chaque année. Donc c'est vraiment dommage de se retrouver à la limite de la fenêtre d'éligibilité, de basculer en advance et du coup de se dire si j'avais su, j'aurais candidaté avant. D'autant plus que vous pouvez voir ici, alors le graphe est à nouveau un petit peu compliqué, mais ce que ça montre globalement, c'est que plus vous resoumettez, plus les chances de succès augmentent. La raison est toute simple, hein, c'est que les gens du coup comprennent de mieux en mieux l'appel, ont des projets, une réflexion qui sont de plus en plus mûrs. Donc, d'où l'intérêt de ne pas attendre et de tenter sa chance dès que vous sentez que c'est le bon moment. La place moyenne de la France, on est 3e en nombre de projets lauréats depuis un certain temps. Donc, c'est ce qui est montré là. Vous avez en bleu les nombres de projets soumis et en rose, je vois que les couleurs manquent, et en rose les projets lauréats. On reste, depuis très longtemps, on est 3e bénéficiaire des projets ERC, mais avec un déficit de soumission. Et ce que l'on constate sur les statistiques récentes, c'est qu'il y a un écart qui se fait avec l'Allemagne, qui progresse, enfin qui caracole, j'aurais tendance se met à caracoler en tête
des soumissions avec un vrai décalage par rapport à la France. Et ce sont des données qui étaient de 2014 à 2019. Il y a un grand changement là depuis le début d'Horizon Europe, c'est que les Suisses ne sont plus pays associés du programme cadre. Donc, les Suisses ne sont plus là et d'après les très, très dernières nouvelles que nous avons, il semblerait que la situation sera la même pour l'Angleterre. Donc, voilà, tout ça, on est dans une période un peu mouvante liée à ces incertitudes. Dernier transparent, j'aurais tendance à dire statistique, c'est sur la France avec la répartition géographique. Vous voyez sur les bulles qui sont toutes à gauche, avec l'Île-de-France, bien évidemment, est très, très bien plus présente que tout le reste. Mais ça traduit en fait la répartition de la recherche en France. Et il y a un graphe sur la droite, avec notamment l'histogrammes qui montrent les soumissions et les lauréats. Et j'ai mis notamment en rouge, en orange, là, un chiffre qui est la part des participations en France par rapport à l'UE. Et vous voyez que les participations en soumission, la France est beaucoup plus faible que l'Union européenne. Pour conclure, alors là, il y a toute une liste de liens. Alors, je pense qu'on vous enverra les transparents. C'est plus facile d'accès que la vidéo. Et donc, bon, je ne vais peut-être pas décliner tout ça. Vous avez donc les grands sites importants sont le site de l'ERC, sont le portail du participant sur lequel vous trouvez tous les documents administratifs et tous les documents, tous les textes officiels. Auxquels il faut se référer. Donc ça, je ne vais peut-être pas insister dessus. Un point sur des soutiens nationaux en France proposés par l'ANR. Il y a ce qu'on appelle l'appel tremplin ERC. Alors ça, ce sont pour des personnes qui ont candidaté, qui ont été notées A, donc c'est une très bonne note, mais qui n'ont pas été lauréats et qui peuvent bénéficier d'une aide de l'ANR pour préparer un projet ultérieur. Il y a un nouvel instrument qui s'appelle Access ERC, alors c'est un instrument pilote qui va être dédié aux sciences humaines et sociales pour les jeunes chercheurs, pour les aider à s'installer en France avec, à terme, un engagement à déposer un projet ERC. Et il y a l'appel MRSEI qui ne concerne pas que le ERC, mais qui concerne des projets collaboratifs et qui, dans le cadre de l'ERC, peut intéresser des candidats souhaitant déposer un projet ERC Synergie. Parmi les outils, vous avez aussi notre site, le site Horizon Europe, et c'est celui sur lequel vous vous êtes inscrit, donc je pense que beaucoup d'entre vous, ou tous, le connaissez. Et il y a dessus des mini-sites, enfin ce que l'on appelle nous les mini-sites, et notamment, alors là j'ai remis les sites du pilier 1, mais vous trouvez aussi notamment celui de l'ERC que l'on essaye de tenir à jour en permanence, autant qu'on le peut. J'espère qu'il n'y a pas trop de choses encore en stand-by, enfin qu'on alimente régulièrement et sur lequel on met les informations que l'on a au fur et à mesure. Et oui, j'oubliais, sur ce site, vous trouvez aussi le lien si vous souhaitez faire partie de ce qu'on appelle les relais ERC, c'est-à-dire il y a à peu près 400 personnes inscrites à l'heure actuelle auxquelles on envoie régulièrement toutes les informations dont on dispose. Il y a aussi une liste de diffusion pour des personnes moins impliquées mais qui souhaitent être informées et donc vous trouvez les liens d'inscription sur le site dont je viens de parler juste avant. Nos actions en tant que point de contact national ERC, on a une hotline à laquelle vous pouvez vous adresser. On essaye de vous tenir à jour, de tenir en permanence, en temps réel, à jour la communauté des actualités, des informations, des statistiques dont on dispose. On a aussi, il y a Twitter, il y a aussi un lien LinkedIn, ce qui n'est pas indiqué ici, je vois.
On fait des réunions d'information régulièrement, donc avant les appels à projets, avant les étapes d'oraux qui ont lieu pour les candidats qui passent en étape 2. Ils sont auditionnés avant, il y a une étape d'audition et on prépare les candidats, enfin on propose un webinaire à ce sujet avant les oraux. On propose des entretiens individuels à ceux qui le souhaitent, qui se font en général avec le candidat et l'accompagnant du candidat. Donc, ce sont des entretiens qu'on fait à 3. Il y a un membre du PCN et puis les 2 personnes que je viens de mentionner, donc candidat et accompagnant, qui durent en général en 45 minutes. Ça peut aider des personnes à mûrir leur projet s'ils s'interrogent encore sur certaines choses. On a lancé aussi des formations pour les accompagnants. Donc là, on est en plein dans nos cycles qui nous ont occupé pas mal ces derniers temps et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année. Voilà, et on est à votre écoute pour toutes les aides que l'on pourrait vous apporter. Donc n'hésitez pas, si vous avez des besoins, à nous contacter, nous solliciter et voilà, et faire part de vos besoins. Et donc j'ouvre la discussion enfin voilà, la partie discussion pour toutes les questions que l'on n'aurait pas abordées ou que cette présentation aurait suscité. Il y en a déjà 2. Il y en a une qui est sur d'éventuels ateliers d'écriture. Je vais peut-être arrêter le partage et on va… donc, si vous intervenez, si vous posez des questions, je pense que c'est intéressant que l'on voit vos visages. Donc, j'arrête le partage. C'est Hakim Feria qui posait la question. Alors, les ateliers d'écriture, c'est un grand sujet. Notre rêve serait de pouvoir organiser des ateliers d'écriture et de pouvoir proposer ça parce que notre point de vue en tant que PCN, là, c'est que vraiment, je pense que c'est une chose qui est importante. Toute la question est de trouver le temps et de trouver un mode d'organisation qui permette effectivement de répondre à ça. Donc, à l'heure actuelle, certains établissements proposent des ateliers. Donc, si jamais vous êtes intéressé, allez voir votre établissement, voyez avec eux s'ils font quelque chose ou non. S'ils le font, tant mieux. S'ils ne le font pas, eh ben, discutez avec eux pour savoir si des choses pourraient être mises en place pour pousser la chose. Et nous, côté PCN, on va essayer de réfléchir, mais bon, je ne sais pas à quelle échéance on sera en mesure éventuellement de mettre en place quelque chose qui ne sera pas géré par nous, parce que nous, matériellement, ça ne sera pas possible. Mais des pays, par exemple, ont mis en place des systèmes dans lesquels certains lauréats mettent à disposition leurs projets et ils réunissent des personnes en présence de lauréats pour discuter, pour donner des exemples. Alors, toute la question est que donner des exemples de projets, un projet ERC, c'est un projet unique. On ne peut pas non plus mettre à disposition des exemples sans avoir aucun accompagnement de réflexion et autres n'est pas une bonne démarche parce qu'à ce moment-là, les gens, enfin moi qui suis chercheur aussi, je connais trop le travers du copier-coller, on veut faire exactement comme l'autre personne pensant que c'est la bonne voie. À ce moment-là, on sort d'une réflexion personnelle avec tout ce que peut faire ressortir de positif la réflexion personnelle. Donc, voilà, un projet ERC n'est pas un projet copié d'un autre projet. Par contre, bien comprendre pourquoi et comment des projets ont pu être lauréats, c'est tout l'enjeu. Donc voilà, on est dans une phase, nous, de réflexion avec une conscience du fait que ce serait quelque chose de très intéressant, pouvoir accompagner la communauté en ce sens est un de nos challenges futurs, sans remplacer les établissements d'accueil, parce qu'on n'aura pas la capacité et de toute façon, ce n'est pas notre rôle. Et profitez peut-être de vous renseigner auprès de votre site de recherche et également de votre employeur. Je ne sais pas si vous êtes par exemple dans une UMR CNRS, vous pouvez avoir des ateliers d'écriture proposés par les instituts et vous avez également, si vous êtes sur un site universitaire, l'université qui anime quelque chose à l'échelle du site.
Vous Très pouvez bien, avoir merci. différents, voilà. voyons. C'est très clair. En fait, moi, j'accompagne plutôt. Et là, Ah, voilà, c'était pour la personne qui compte déposer. Ouais, voilà, l'idée, c'est de savoir si le PCN, au sein du PCN même, vous organiseriez de tels ateliers, mais c'est très clair. Merci beaucoup. Par contre, si Allez, oui. ouais, si je peux compléter, parce que je ne sais pas du tout si vous vous êtes inscrit au cycle de formation là, que l'on a mis Je en commence la place. semaine prochaine. D'accord. Donc, J'ai été recalé à la première session et j'ai été admis à la seconde. non, mais Alors, à jeudi. Donc, on aborde, mais de manière très succincte, cette question dans ces ateliers, parce que là, les ateliers restent quand même assez généraux, parce que ça couvre beaucoup de choses. Par contre, s'il y a un réel besoin des accompagnants sur ces plans-là, peut-être que l'année prochaine, ça fera partie des priorités en termes de formation des accompagnants pour qu'on réfléchisse ensemble à la manière de faire enfin, que justement les cellules d'accompagnement puissent proposer des choses les plus efficaces, les plus professionnelles possibles. Donc voilà, tout ça fait partie des enjeux du futur. Super. Merci beaucoup. Et sur la question de l'appel MRCEI pour l'appel Synergie, je vois que la date limite de submission pour la prochaine date, c'est le 18 octobre. Non, il y a 1er juillet aussi. Ah d'accord, il y a un autre. Ah oui, pardon. 1er juillet et 18 octobre, c'est vrai. Alors, peut-être pour expliquer les MRSUI, c'est 24 mois de financement. Il faut vous projeter sur un appel à projet collaboratif. Donc, si vous projetez de déposer, il y a un appel Synergie qui va ouvrir cet été, qui sera clos à l'automne, ça n'a pas beaucoup d'intérêt de postuler à l'appel MRSUI. Si vous êtes sur un horizon un peu plus lointain, ça peut être intéressant de postuler du coup dès cette année à l'appel MRSUI. Le principe, c'est que c'est un appel qui est ouvert tous les ans, qui est récurrent, et il y a ce qu'ils appellent des dates cut-off, c'est-à-dire qu'ils vont prendre les dossiers qui ont été déposés au printemps. Là, il y a une date au 1er juillet. Il y en aura une nouvelle le 18 octobre. Donc, si ça vous paraît un peu court pour le 1er juillet, vous savez, vous avez tout à disposition pour préparer un dossier MRSUI qui n'est pas trop lourd pour le 18 octobre. Et ce qu'il faut, c'est bien appréhender les enjeux de la synergie et comprendre en quoi la MRSUI va vous aider à concevoir le projet synergie le plus performant. Merci beaucoup de vos réponses. Et il y a une autre question. Des oraux de préparation, des ateliers de préparation à l'oral pour les starting grants. Il y a un événement qui est prévu le 27 juillet de 10h à midi sous forme de webinaire qu'on est en train de concevoir. Et donc, l'information va être mise sur le site horizoneurope.gouv.fr. On a déjà relayé le Save the Date auprès de nos accompagnants et de la liste des contacts de l'ERC, et on est en train de finaliser l'organisation. Donc, vous pouvez d'ores et déjà retenir la date du 27 juillet. Mais en tout cas, il y a aussi des oraux blancs qui sont préparés au niveau des instituts. Donc, si vous avez une jeune chercheuse ou chercheur qui se prépare, contactez aussi vos institutions d'accueil pour savoir si quelque chose se prépare au niveau interne, on va dire. Et il y a une question de Jessica. Jessica, si vous voulez la poser, puis éventuellement en allumant votre caméra aussi. N'hésitez pas, certains, à allumer vos caméras. Là, on est dans un échange, donc. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Je ne peux pas allumer la caméra parce que j'en ai pas. Elle a disparu. On me l'a enlevée de mon PC. Donc, je suis vraiment désolée. Il n'y aura que le son de ma voix. Oui, je me posais une question assez stratégique plutôt. C'est au final, j'ai vu que les starting grants par rapport à l'âge, par rapport à la thèse, mais quand on a eu des maternités, on peut rallonger de 18 mois par enfant. Bonne question. Voilà. Alors, est-il plus intéressant de partir en advance ou de rester en start grant, ce qui est peut-être plus intéressant, ça va être peut-être en balance par rapport aussi à notre niveau scientifique dans notre domaine. Et c'est là, j'avoue, je pense qu'il faudra peut-être en parler plus personnellement peut-être. Et c'est là que j'avoue, en écoutant vraiment votre exposé, d'ailleurs, je profite de vous remercier, c'était vraiment très clair et ça a éclairci plein de points. Quelle est la meilleure stratégie? Parce que moi, je suis vraiment entre les deux. C'est que j'ai avancé au niveau de mon domaine de recherche. Bien évidemment, j'ai commencé à
à vraiment me positionner dans ce domaine et avoir une certaine reconnaissance. Et à la fois, si je prends en compte l'âge avec mes enfants, je peux rentrer dans le starting grant et c'est aussi tout intéressant parce que mon projet peut peut-être aussi rentrer là. Donc, c'est une vraie question que je me pose. Mais la réponse, enfin, je laisserai Rosa et Marie, mais je pense qu'il n'y a pas d'hésitation à avoir, hein. C'est start, enfin, la compétition sera moins importante en C'est ça, starting, donc c'est vraiment là qu'il faut aller. Alors, Marie et Rosa, je vous laisse compléter. On est tout à fait Mais d'accord. bien sûr. Allez-y. On peut aussi faire un entretien avec vous en particulier pour discuter plus en détail, mais Pascal l'a dit, il ne faut pas s'autocensurer et ça serait beaucoup plus simple si vous allez en starting. Tout à fait. Bah, c'était mon orientation, mais c'est là que j'ai déjà commencé à regarder ça de Mais toute manière. en fait, le gap, c'est, enfin, il y a starting, puis consolidator, puis advanced. Donc, Voilà, c'est consolidator, je voulais dire, oui. Voilà, je ne sais pas, c'est peut-être consolidator dans votre cas. Consolidator, c'est déjà quelqu'un, c'est bien consolidé. C'était les 2 points là, pardon, que je voulais. Voilà, Oui, donc bien si sûr. vous avez déjà une équipe de recherche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même, en termes de reconnaissance par les pairs, vous dites, je commence à être reconnu dans mon domaine. L'advanced, il y a une stature aussi on est considéré comme leader d'exception dans son domaine. Et on est évalué sur les 10 dernières années de production scientifique. Okay. Dans le cas d'un candidat starting au consolidator, on va vraiment regarder l'ensemble de votre production scientifique et on va vous demander de sélectionner 10 travaux quand vous candidatez comme consolidator qui vont vraiment être un point d'ancrage pour le projet que vous allez déposer. D'accord. Non, ça répond à ma question. On peut vous inviter à participer. On organise une réunion d'information. Donc, pour les candidats starting. En juin, le 5 juillet, c'est ça? 5 juillet, voilà. J'ai déjà noté. Très bien. On va bientôt mettre en ligne la page d'inscription. On peaufine le programme. Non, mais c'est très bien. Non, mais je pense que ça a répondu très clairement à ma question. Et voilà, c'est vrai que quand on est limite entre les deux, voilà, être reconnu, c'est difficile en fait de savoir et de s'auto-évaluer. Bien évidemment, on a des sollicitations, mais à l'échelle de la France, ce n'est pas la même réflexion qu'à l'échelle de l'Europe et dans le monde. Et c'est là, à mon avis, la balance qui n'est pas simple à évaluer en tant que jeune. C'est exactement ça. C'est la dimension internationale de votre recherche. Ouais, c'est ça, j'ai bien saisi. J'aurais tendance à rajouter un peu comme boutade, mais si vous êtes reconnu, ça n'est pas un handicap pour les starting ou les consolidators, au contraire. Tant mieux. Merci bien. Et puis voilà, je me permettrai peut-être de vous déranger plus personnellement pour d'autres questions. Avec plaisir. Merci. On a une autre personne. Clément, oui, peut-être. Menuet, s'il vous plaît. Oui, en fait, j'aimerais. Vous m'entendez? Ouais. Oui, j'aimerais juste continuer sur la question précédente parce que je suis un peu dans le même cas. J'arrive sur la fin de la période consolidator et d'ailleurs, petit aparté, moi je les trouve très restrictives quand même, les périodes starting et consolidator. Il faut vraiment avoir un parcours ultra linéaire et ultra rapide pour fitter là-dedans. Bref, je ferme la parenthèse. Et du coup, j'aimerais candidater à l'ERC, mais j'hésite beaucoup entre consolidator et synergie. Parce que j'ai un autre partenaire avec qui je pourrais faire le même projet. J'avoue que je m'auto-censure pas mal, et notamment sur un aspect de CV qui est, et c'est ce retour que j'aimerais avoir, la notion en consolidator de seniorité, et notamment des articles en dernière auteur, le nombre, le prestige, comment cette notion-là elle est interprétée dans le consolidator, et à quel point elle est décisive. Je vais laisser Pascal répondre sur la deuxième partie de votre question, mais la première partie, si vous nous dites j'ai le même projet que je peux faire avec un collaborateur, à mon avis, vous n'avez pas un projet synergie. Si c'est le même projet que vous pouvez faire en consolidator ou synergie, la synergie, c'est un projet, vous ne pouvez pas le faire seul. J'entends bien qu'il doit y avoir sans doute sa touche, sa patte qui est apportée, mais vraiment, le synergie, c'est un projet atypique. C'est-à-dire que c'est bien pour tout ce qu'on vous a dit sur les choix des panels disciplinaires, ça n'existe pas dans le synergie parce que justement, on a des projets pluridisciplinaires. On a aussi des projets monodisciplinaires, mais on a un projet, on ne peut pas répondre à la question scientifique soulevée autrement qu'avec toutes les compétences mises en commun. Et on va vraiment au-delà de la recherche collaborative. Et je vais laisser peut-être Pascal et Rosa répondre à la partie sur la seniorité, sur la difficulté effectivement de se positionner par rapport à ses pairs. Et là, il y a des outils, notamment de regarder qui sont les lauréats, qui vous évaluent
et un peu de voir le profil de ceux qui ont déjà été financés. C'est une bonne indication. Mais moi, j'aurais tendance à vous proposer qu'on fasse un entretien individuel et puis on discute avec vous du fond, parce que enfin, si vous avez déjà l'idée du projet, le fait de discuter avec nous vous permettra peut-être d'éclairer effectivement le choix d'un côté ou de l'autre. Mais la réponse de Marie était tout à fait pertinente par rapport au... et d'autre part, il faut que dans un projet synergie, les CV, enfin chaque PI est évalué de manière individuelle. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir un excellent PI, par exemple, portant un projet synergie avec d'autres PI qui ne seraient pas perçus positivement au niveau selon les critères ERC. Ce que j'avais vu dans le synergie, c'est qu'il y avait une notion aussi de relative to opportunity, c'est-à-dire qu'en fait, on pouvait mélanger la seniorité des PI dans synergie, avoir un PI qui est plutôt normalement dans le cadre advanced et évalué en tant que tel, et un PI plutôt jeune évalué en tant que tel avec des critères différents. Et c'était dans ce cadre-là, moi, que je voyais la chose. Tout à fait, mais vous pouvez aussi faire un projet qui ne sera pas synergie, mais qui sera, alors je ne sais pas si vous seriez à ce moment-là consolidator ou advanced, hein, tout dépend, mais vous pouvez tout à fait faire un projet dans lequel vous avez aussi des partenaires qui sont responsables d'une partie, la différence étant que vous êtes vraiment la colonne vertébrale du projet, mais ça n'interdit pas des interactions avec d'autres. Une partie du projet, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que la notion de PI, souvent, elle n'est pas très claire dans ces projets. La notion de PI, c'est que vous êtes vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble. Par contre, les approches scientifiques que vous allez mettre en œuvre, il peut y avoir une brique, une partie du puzzle sur laquelle vous n'êtes pas complètement compétent, vous êtes peu compétent, et vous allez vous reposer sur quelqu'un pour venir apporter cette brique-là. Donc, ça n'interdit pas des interactions avec d'autres. Enfin, je précise ça parce que souvent, il y a une incompréhension à ce niveau. Rosa, tu voulais rajouter, je crois. Non, je voulais me positionner surtout d'un point de vue vraiment très pratique. Le nombre de lauréats consolidateurs pour l'appel 2023 qui viendra au mois de février, on attend autour de 300 lauréats. Pour les appels synergie, on est à 30 projets par année. Oui, c'est très compétitif, synergie. Donc, c'est ça que je voulais dire. Donc, il faut vraiment prendre en compte ça aussi. Donc, si on a vraiment un projet qui est un projet d'exception dans le cadre d'une synergie, il faut aller, il ne faut pas s'interdire. Mais si on est plutôt autour d'un projet qui est mûri de soi-même à long terme, peut-être c'est plus raisonnable de se lancer dans un consolidateur sans apprendre à être avancé. Et une autre chose, juste pour dire, c'est que l'évaluation se fait sur le projet et sur les PI, mais si le projet, c'est un projet qui est vraiment en rupture et qui, des fois, les CV des chercheurs peut être, comment je veux dire, les projets prennent les dessus sur les CV des chercheurs. Et si je peux faire juste une question pour continuer, est-ce que le fait d'avoir déjà une ANR en cours en tant que PI est pris en compte, vu défavorablement parce qu'on a du pourcentage forcément important de son temps qui est attribué ou... Non, Par contre, dans les sujets du projet elle-même, vous ne pouvez pas dire que vous allez continuer à travailler sur ce que vous faites sur l'ANR. Bien sûr. C'est un peu différent, mais on est quand même. Est-ce qu'il faut quand même justifier de son temps de... Oui, mais au moment de la soumission, vous allez vous positionner dans le sens de dire j'ai déjà une expérience, j'ai montré que je suis capable d'avoir le leadership sur un projet, je suis le PI de ce projet ANR. Et après, dans l'exécution elle-même de l'ERC, vous allez voir que peut-être vous allez même déjà être à la fin de votre ANR au moment que la ERC va débuter. Bien sûr que vous devez justifier votre temps à l'ERC. Il y a un minimum de 40% qui doit être dédié à l'ERC consolidateur. Mais ça se fait sur la durée de 5 ans d'une façon moyenne. Et si vous avez une ANR qui
que ça sera à la fin de votre ANR, quand vous peut-être allez commencer les RC, vous pouvez dire que vous allez monter en puissance avec les RC. Tout élément démontrant l'indépendance et l'autonomie est positif. Donc, c'est comme ça qu'il faut l'entendre. Et, juste pour terminer, donc je peux vous contacter directement pour avoir un rapport un peu plus spécifique. Oui. Okay. Il a l'adresse du PCN. Le mieux, c'est que l'une d'entre, prendre rendez-vous avec l'une d'entre nous, vous envoyez un message sur l'adresse générique et on vous proposera un rendez-vous selon rapidement, quoi. Je dois vous laisser. Bon courage à tous si vous vous lancez dans une candidature ERC et à très bientôt lors de futures interactions. Au revoir. Au revoir, Marie. Merci. On a une dernière question peut-être. Non, je pense que c'est Jessica qui était déjà. Jessica, à moins que vous ayez une autre question, mais je pense que c'est la main est restée levée, voilà. C'est exact, merci. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre... n'hésitez pas à allumer vos caméras pour qu'on termine cette session de manière... parce que vous nous avez beaucoup vus. Et du coup, n'hésitez pas, voilà, pour ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des besoins. On mettra cette vidéo en ligne, à moins qu'on fasse une mauvaise manipulation en route, mais a priori, ça ne devrait pas être le cas. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d'un entretien, de discuter plus largement, si vous avez des doutes sur est-ce que je dois soumettre ou pas, maintenant ou après. Nous serons prêts et serons ravis surtout de discuter avec vous et de vous aider un peu dans cette réflexion. Il y a une question dans le chat. Merci, on ne l'a pas vu. On était en train de... Avez-vous des conseils concernant le pourcentage de temps à déclarer comme étant consacré au projet ERC 13h34? Merci. Ça, tout dépend du projet. En fait, les conseils permanents, c'est que l'ensemble de la proposition doit être cohérente. Donc, si quelqu'un a déjà plein de temps par ailleurs pour d'autres projets, etc., il faut que le temps qu'il propose soit en adéquation avec ce qui sera faisable et ce qui sera possible. Si le projet est très lourd, très chronophage en temps pour la personne et que ça apparaît dans l'explication scientifique, il faut que le temps soit important. Donc, il n'y a pas de règle. La seule règle que je dirais, c'est ne jamais mettre 100% de son temps dédié à l'ERC. Ça, par contre, il ne faut jamais le faire. C'est vrai. Parce que si vous êtes en starting, vous allez avoir votre ERC, mais vous allez avoir de nouvelles responsabilités qui vont arriver et vous avez besoin de ce temps pour vraiment développer des autres choses. Et si vous êtes en advance, vous avez déjà des autres responsabilités que vous ne pouvez pas gérer par ailleurs. Donc, moi, je dirais, pour les gens que moi j'accompagne en général pour les starting, c'est les minima demandés par l'ERC, c'est 50% de son temps. Après, il faut évaluer vous-même entre 70, peut-être c'est raisonnable, comme ça vous laisse du temps pour faire des autres choses. Et pour les advances, c'est vraiment une analyse personnelle de quel est, comme dit Pascal, déjà l'accord entre ce que vous allez vous proposer de faire et votre action et les temps dédiés. Et c'est vraiment au cas par cas. J'aurais tendance à ajouter quelque chose, c'est qu'en fait, les projets, moi, sur la base de toutes les évaluations qu'on a pu lire, je pense que les projets ERC et tout le processus, c'est vraiment un processus d'évaluation de qualité. Et ce qui est attendu en face, ce sont des projets de qualité, y compris dans leur cohérence globale, c'est-à-dire cohérence entre la partie scientifique, entre le temps dédié, entre la partie budgétaire. Donc, il ne faut pas envoyer un projet ERC en se disant « je veux absolument soumettre, mais il y a tel truc qui ne va pas, il y a tel machin qui ne va pas », parce que ça n'aura aucune chance de passer. L'évaluation sera bien faite derrière et sera faite sur la base de projets bien ficelés. Donc, d'où l'intérêt aussi de mûrir ça en avant. Voilà, je réinsiste sur un point dont on a déjà parlé.
mais ça englobe la qualité globale de l'ensemble de la proposition. Et une information tout juste au sujet du temps dédié, c'est que la gestion d'un projet ERC, c'est la plus simple de tous les projets européens. L'ERCO, l'agence exécutive, est vraiment très souple et va aider avec beaucoup de changements. Il y a une chose qu'ils ne vont pas changer, sauf avec une longue discussion avec les officiers scientifiques, c'est le temps dédié qui a été écrit dans la proposition. Donc, si vous soumettez en disant, par exemple, je vais être à 60% sur ce projet, ça, c'est quelque chose qui va durer dans la gestion du projet et qu'ils vont regarder et les suivre. Donc, vous ne pouvez pas déroger à ça, sauf je n'ai pas vu pour le moment, mais ils disent que c'est possible, mais je n'ai pas vu le faire parce qu'ils disent que le temps dédié dans les projets fait partie de l'évaluation. Donc, c'est ça à réfléchir. Une question, Paul? Oui, voilà. Oui, alors du coup, j'avais une question pour rebondir sur justement ce que vous disiez sur le temps dédié au projet. Et si on soumet une ERC Starting Grant et qu'on n'est pas permanent, comment ça se passe pour le temps? On est obligé de mettre 100% du coup? Non, non. Ça, c'est vraiment une discussion que vous devez avoir avec l'institution d'accueil avec laquelle vous allez soumettre votre projet ERC. Okay? Parce que c'est... première chose que Pascal a dit dans sa présentation, c'est que le projet ERC, c'est un projet attribué au PI. Donc, vous pouvez soumettre avec une host institution et au moment de la contractualisation, si les conditions que la host institution vous propose ne sont pas adéquates à ce que vous cherchez, vous pouvez aussi bouger avec votre ERC dans un autre host institution. Et c'est ça, une des choses importantes. L'autre, c'est qu'au moment que vous montez le projet, donc dans la discussion que vous avez avec l'institution d'accueil, il faut discuter les conditions dans lesquelles vous allez être embauché. Parce qu'il faut que l'institution d'accueil donne une lettre de soutien dans laquelle ils disent qu'ils vont soutenir les chercheurs, ils vont embaucher les chercheurs pendant la durée du projet. Donc ça, c'est une question fondamentale à discuter avec l'institution d'accueil au moment du projet. Oui, mais Rosa, si le salaire est pris sur le... Si le salaire est pris dans l'ERC, ce que vous devez négocier avec la host institution, c'est que vous ne pouvez pas laisser 100%. Ne laissez pas faire ça parce que ça m'est arrivé. Une chercheuse a mis 100%, elle était jeune chercheuse au moment de la soumission. Pendant l'évaluation, elle a été lauréate dans une des institutions françaises et elle s'est retrouvée avec 100% de son temps dédié. C'était vraiment très compliqué. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'institution d'accueil doit financer la partie qui n'est pas dédiée à l'ERC sur les coûts indirects. D'accord. OK. Donc, ça, c'est une négociation. C'est ça que je veux dire. C'est une négociation à gérer avec l'institution d'accueil. Dès le montage. Et ça, c'est un conseil de connaisseuse, je peux vous dire. C'est compliqué après. S'il n'y a pas... Ah oui, non, c'est Caroline qui avait mis quelque chose. Donc, écoutez, merci à vous pour vous être connectés, pour être restés avec nous jusqu'au bout. Donc, vous retrouverez cette vidéo quand on l'aura mise en ligne. Et donc, voilà, comme on le disait auparavant, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on compte sur vous tous pour faire de la pub aussi pour l'ERC, pour motiver des gens, pour vous motiver vous-même. Et donc, bonne chance à tous ceux qui seraient amenés à participer à tout ce voyage. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci. Je vous dis juste bonjour. Oui, Caroline, tu es restée en retard. Et en plus, là, je vous ai écouté format radio. J'ai continué à bosser